Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois d'août et c'est également la première vidéo en face cam que je tourne dans mon nouvel appartement. Alors bienvenue, bienvenue dans mon nouveau chez moi, bienvenue dans mon séjour. Peut-être que je vous montrerai ça dans les vlogs. Aussi, je vous fais juste un petit update avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet parce qu'à mon avis ça va être un peu long. J'ai eu mon emploi du temps et ça va être assez chargé. Donc le rythme de vidéo va pas être aussi fréquent que ce que j'aimerais. C'est pas les idées qui manquent, mais il faut que je trouve des vidéos qui soient simples à tourner entre guillemets parce que je vais devoir travailler pour des choses qui me plaisent, mais du coup ça va me prendre beaucoup de temps. Donc en août, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal vu de films et j'ai pas mal écouté des podcasts. Je vais commencer avec les films. Je vais faire une petite sélection comme j'en ai l'habitude. Je vais vous parler de Mathias et Maxime qui est un film de Xavier Dolan. On va suivre deux amis d'enfance et leur parcours. L'un est très rangé, homme d'affaires, et l'autre a une relation très compliquée avec sa mère, il vit encore là-bas. L'homme d'affaires va partir du Québec pour aller en Australie pour son travail d'ici quelques jours. Ils vont se retrouver tous les deux avec d'autres amis d'adolescence, d'enfance, dans une maison en séjour. Et l'une de ses amies va tourner un film où il va y avoir une scène de baiser entre hommes. Et ça va être Mathias et Maxime qui vont la jouer. Et ça va raviver un désir d'adolescence, le premier amour, leur passion. On va se recentrer sur la relation des deux personnages et comment ça influe sur leur quotidien, sur leur choix. Alors j'ai aimé le film, mais il m'a pas laissé un souvenir aussi important que ceux que j'avais vus précédemment, même ceux que j'avais pas spécialement aimés. Ici on se retrouve avec la patte initiale québécoise de Dolan, mais pour autant je l'ai trouvé bien sans en être totalement sortie de moi et avec un afflux d'émotions comme ça a pu être le cas par exemple pour Mommy que je suis allée voir 2 fois en salle. Ici c'est un mélange je trouve entre j'ai tué ma mère et juste la fin du monde. Il y a quelque chose qui se recoupe entre ces 3 films je trouve. Maintenant, l'esthétique de Dolan est superbe, sublime, il sait manier l'image comme jamais et ça c'est quelque chose que je peux pas lui enlever. Mais j'ai été moins emballée que pour les films précédents que j'avais vus de lui. Ensuite, je vais vous parler d'un animé japonais dont on a beaucoup entendu parler cet été parce qu'il est sorti sur Netflix, c'est Your Name. On va suivre 2 personnages, une fille et un garçon, des adolescents. On ne sait pas trop comment, mais leur âme va s'échanger un jour sur 2 et ils vont vivre la vie de l'un et l'autre, dans le corps de l'un et l'autre. Et c'est hyper intéressant comme approche de l'âme, des relations, du souvenir, de la différence entre la ville et la campagne, entre la façon d'évoluer dans un monde en tant que femme et en tant qu'homme, le fait de devenir adulte, le fait de trouver son identité. Et ils vont s'interroger l'un et l'autre parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils vont réussir à créer une relation sans jamais se rencontrer grâce à des notes qui vont se laisser. C'est doux, c'est beau, l'image est sublime, les dessins sont trop beaux, les choix de couleurs sont hyper doux et on est vraiment plongé dans cette atmosphère-là. J'ai adoré et je vous le conseille vivement parce qu'en plus il est sur Netflix, il fait 2 heures je crois et c'est vraiment une douceur. Ensuite, j'ai été très agréablement surprise en voyant le premier Dupieux que j'ai regardé qui était Au Poste. C'est totalement décalé, c'est totalement loufoque. C'est ridicule, mais ridiculement bien réalisé. C'est l'histoire d'un homme qui se fait interroger parce qu'il a appelé la police
parce qu'il y avait eu un meurtre dans sa rue et il est au poste justement la nuit pour expliquer ce qu'il a vu et ce pourquoi il a témoigné. Et c'est ridicule parce que le policier qui est censé l'interroger, c'est Benoît Poelvoorde, et on retrouve ce rôle de Poelvoorde qui peut être très agaçant à certains égards, mais qui là est totalement exquis et ridicule quoi, dans tout ce qu'il a de drôlerie, dans tout ce qu'il insuffle à son personnage. Les comiques de situation peuvent paraître un petit peu gras et grossiers, mais c'est justement ce qui fait la patte du film sans tomber dans cette lourdeur habituelle. C'est-à-dire que Dupieux utilise les codes de l'humour et de cet humour potache afin de les tourner encore plus en ridicule. Et c'est extrêmement bien fait à mon sens. Ensuite, je vais vous parler de Curiosa, qui est peut-être le coup de cœur cinématographique pour moi ce mois-ci. On va suivre une femme qui est mariée à un homme de la haute société. Ça se passe au 18e ou 19e siècle, je crois. Et donc elle est mariée à cet homme qu'elle apprécie, mais qu'elle n'aime pas profondément. Et elle est réellement amoureuse d'un artiste, d'un poète, photographe, et elle va vivre cette relation en parallèle. C'est un film extrêmement beau, visuellement parlant, parce qu'il y a la place de l'art, qui est créatrice de toute l'atmosphère de cette relation, de ce chemin, cette voie pour cette femme dans sa vie, en tant que modèle, en tant que créatrice elle-même, en tant que passionnée, et par son amour, et par les choses de la vie. Il y a quelque chose qui ressemble à Madame Bovary, je trouve, dans cette relation, ce mariage un peu déchu, cet amour plus ou moins impossible. On va voir les oppositions entre les deux hommes qui étaient initialement amis. On va voir les tiraillements de cette femme, on va voir ses amours en règle générale, et l'image sert ses jeux. Vraiment, ce que je retiens de ce film, c'est la place qui est accordée à l'art, que ce soit la peinture, la poésie, la photographie. Vraiment, je vous incite à le regarder. C'était vraiment un coup de cœur, j'arrive pas à en parler plus amplement. Juste, plongez-vous dedans. Il y a quelque chose qui m'a fait penser du coup à Portrait de la jeune fille en feu, qui est pas du tout pareil, parce qu'on ne traite pas des mêmes relations. Mais la place de l'art, en tout cas, elle est assez analogue à mon sens à Portrait de la jeune fille en feu. Et ensuite, je vais parler de deux films qui ont été des grosses déceptions pour moi, à savoir Once Upon a Time in Hollywood et La Favorite. Ces deux films dont on a beaucoup entendu parler quand ils sont sortis, et d'ailleurs je crois qu'ils sont sortis à peu près à la même date. Once Upon a Time in Hollywood, ça se passe du coup sur les débuts du cinéma, le changement des westerns, la place des acteurs. Le propos aurait pu être intéressant, mais le film était trop long. C'était évidemment violent parce que Tarantino utilise des codes du cinéma qui relèvent de ces époques-ci, surtout quand il traite des univers western. Et là, il a fait un petit peu le crossing entre les deux univers qu'il développe en règle générale. Et là, il a fait un petit peu le cross entre les deux univers qu'il exploite habituellement, c'est-à-dire le côté très états-unien, années 50, années 30, très vintage, et le western. Et je sais pas, je trouve que ça a pas fonctionné. Je trouve que les personnages étaient en surface, même s'il essayait de creuser, en fait, c'était tellement laborieux que moi ça m'a perdu, et du coup j'ai pas du tout accroché. Et La Favorite, j'ai trouvé que le personnage de Emma Stone était pas mal, mais que là encore il était pas assez creusé, que c'était intéressant mais sans plus quoi. J'ai pas grand chose d'autre à en dire, mis à part qu'on en a beaucoup parlé à l'époque, mais que je l'ai trouvé quand même long pour ce que c'est. Il m'a un peu fait penser à un film que j'avais vu. Est-ce que c'était Mary Stuart? Je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve le nom. Mais toujours dans cette idée de... C'est une fiction historique, mais finalement c'est trop en longueur, c'est trop... Ouais, c'était trop longuet pour moi, alors que l'exploitation justement de ces relations, de ces oppositions, de ces subversions, de cette espèce de combat entre des femmes pour servir la duchesse, il aurait pu être intéressant. Bah là je trouvais que c'était pas hyper enrichissant. Ensuite je vais passer aux séries et je vais vous parler
d'une série dont je vous ai déjà parlé qui est Sex and the City, dont j'ai terminé la saison 1. On va suivre Carrie Bradshaw qui travaille au Courrier du Cœur, ouais, Love et Sex d'un grand magazine. Et c'est donc la vie new-yorkaise, la vie qu'elle mène avec ses copines. Je crois qu'on commence à les suivre, elles sont à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, voire plus en fait. On a toutes ces questions qui sont là à ce moment de la vie, à la place de la sexualité, des relations amoureuses. Bon, c'est très hétéro-normé, même s'il y a des personnages gays dedans et que les femmes ont une liberté sexuelle qui est en train de s'affirmer. Et toute la série est très intelligente et très intelligemment menée dans cette direction-là. Je trouve que Sex and the City, justement, c'est la représentation avec le côté très empowerment états-unien du féminisme, mais toutes ces représentations de la libération sexuelle de la femme à l'âge de la trentaine, qui en fait a fait ses expériences et qui maintenant veut s'épanouir dans ça, veut s'épanouir dans sa vie, dans son travail et dans ses relations, notamment sexuelles en fait. Le point central de la série, c'est leur amitié et la sexualité, c'est vraiment l'un des éléments fondamentaux, mais aussi comment est régie la société un petit peu new-yorkaise, hype, des années 90. Et franchement, je trouve qu'il y a un message très émancipateur qu'on pourrait oublier derrière le côté très glamour qui est donné à cette série, et ça a vraiment forgé tous les codes des programmes féminins entre guillemets qui sont apparus derrière, même, je pense même à Gossip Girl, Girls après, à plein d'autres séries dont j'oublie le nom, mais qui se recoupent dans cet univers-là. Et si ça vous intéresse, vous avez donc toute la série sur MyCanal. Ensuite, je vais vous parler et je vais faire un petit coup de gueule. Je vais vous parler du dernier épisode qui est sorti, inédit, de Plan Cœur. Je vais prendre mon café sinon il va être froid. Donc, j'avais parlé dans un bilan culturel précédent de la saison 2 de Plan Cœur, que j'avais tout bonnement détesté parce que je trouvais que c'était juste l'accumulation de clichés où les réalisateurs et les producteurs, à mon avis, ils se disaient on va essayer de faire un truc un peu dans l'air du temps, etc., etc., mais je ne sais pas quel âge ils ont. Mais c'était très mauvais, voilà. Quoi qu'il en soit, il y avait juste une accumulation de clichés sexistes bourgeois dans son petit univers. Et alors, ils ont décidé de faire un épisode, parce que c'est très intelligent de faire ça et que c'était pile la chose à pas faire, un épisode spécial confinement qui s'appelle Plan confiné. Donc tous les personnages doivent se retrouver dans la maison de la grand-tante ou de la grand-mère, je sais plus, de l'une d'entre eux, et tout le monde lui pose un plan au dernier moment et elle se retrouve toute seule avec son gamin et son mari qui est de garde du coup à l'hôpital pour aller s'occuper des cas de Covid. Et on va les suivre dans comment ils vivent leur confinement chacun. Alors il y a Elsa et son mec qui se disent on va vivre le grand amour confiné ensemble pendant je ne sais combien de temps. Et au final, alors c'est eux qui présentent ça comme ça, mais comme une bobo qui commence à devenir écolo, qui fait des cakes pour les soignants, qui applaudit à 20h tous les soirs et qui derrière utilise le sang de ses règles pour arroser ses plantes, ne se lave plus, et en gros ça fait tout de suite le résumé de tu deviens quelqu'un qui pense à l'environnement, à la planète, notamment dans une situation sanitaire mais aussi écologique aussi grave, mais en fait tu tombes dans un espèce de cliché où tu es dégueulasse et totalement impossible à vivre et hors des réalités finalement. En fait c'était ridicule, c'était insultant pour toutes et tous. Dans tous les personnages, t'en as un qui veut réussir à pécho tout le monde en utilisant Tinder pendant le confinement. En fait, ça n'avait ni queue ni tête, et pendant tout mon épisode, je me suis dit ah putain, mais non, mais en fait, c'était pile le truc à pas faire. Alors pourquoi j'ai regardé? Parce que je me suis dit allez,
Je vais regarder juste pour me dire, est-ce qu'ils se sont rattrapés? Est-ce que là, ils ont essayé de faire un effort? Et là, pas du tout. Et c'était aussi médiocre que ce dont j'avais peur et ce que j'avais résumé pour la saison 2. Donc je ne vous conseille pas cet épisode, vraiment pas. J'en ai fini avec les séries. Je vais passer aux comptes. J'ai que des chaînes YouTube ce mois-ci. Je vais vous parler du coup de B. Momoff, dont j'ai parlé dans le vlog précédent, qui traite de littérature. J'aime beaucoup ses choix. Alors elle lit principalement des classiques, des romans et des essais, et notamment tournés vers le droit. Alors le droit, je suis vraiment une néophyte, je ne connais rien en droit, mais je trouve ces lectures extrêmement intéressantes avec une analyse qui est pas celle que j'en ferais en règle générale. Par exemple, elle a lu Oh les beaux jours de Beckett, que moi j'ai personnellement pas apprécié, mais elle en a fait une étude qui était tellement intéressante, et dans son analyse des essais, je trouve qu'elle est extrêmement pertinente, même quand elle ne plonge pas au cœur fondamentalement de l'œuvre dans ce qu'elle évoque. C'est vraiment hyper intéressant, hyper agréable comme contenu, que ça soit dans ses points lecture ou dans ses vlogs. Moi j'adore ses vlogs, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Donc ça sera en barre d'infos. Et ensuite, je vais vous parler d'une chaîne que j'ai binge-watché, mais vraiment pendant tout le mois d'août. C'est-à-dire que j'allais sur sa chaîne et j'ai fait toutes ses vidéos presque. C'est la chaîne de Where I Live, qui est états-unienne, qui vivait avant au Colorado et qui est maintenant à New York. Et vraiment, mais son contenu, esthétiquement parlant, c'est comfy et à la fois c'est actif dans la ville de New York. Et elle parle de ses états d'âme, elle a des troubles anxieux, elle est très dans la seconde main, elle est végane, elle parle de vintage. Enfin vraiment, son contenu, je ne saurais pas comment le résumer, mais j'ai juste l'impression de, si j'ai besoin de quelque chose de réconfortant et à la fois d'un petit peu actif, je vais regarder ça et ça va me faire du bien en fait. Toutes ces vidéos me font du bien, c'est un truc de ouf. Que ça soit celle dans le Colorado ou celle à New York, mais j'ai vraiment un fait pour celle à New York. Elle raconte sa vie tout simplement et les problématiques qu'elle peut rencontrer. Et je vous incite à aller regarder sa chaîne parce que c'est vraiment une pépite et que j'ai passé en fait le mois à saigner sa chaîne tout simplement. Je pense que je vais faire la vidéo en 2 parties parce que ça commence à être long. Donc je vais passer au podcast. J'ai écouté le Book Club. Ce sont des interviews d'autrices qui reviennent sur les ouvrages qui les ont marqués. Donc elles prennent 1 à 3 livres en règle générale. Et elles expliquent pourquoi ces livres les ont marqués, comment. On revient sur leur bibliothèque notamment. C'est hyper intéressant de voir comment ça s'organise, comment leurs pensées se sont forgées. J'ai particulièrement aimé l'épisode avec Françoise Vergès, même si en général toutes les interviews que j'ai écoutées m'ont vraiment plu. Je vous mettrai le lien du podcast évidemment en barre d'infos. Je vais vous parler d'un podcast que j'aime particulièrement, qui est sorti ce mois-ci, qui est le podcast Nos Avenirs, qui revient sur l'expérience de la vingtaine, sur comment on grandit, on passe de l'adolescence à l'âge adulte, sur les études supérieures, comment on devient adulte. Donc à l'heure actuelle, il y a 4 épisodes. Celui avec Élise Maes, Jamira, Milkanki, Marie, que je connais pas, contrairement aux 3 autres jeunes femmes qui ont été interviewées. C'est des épisodes d'1 heure et ça revient sur leurs expériences et comment, au même âge, aux mêmes âges, dans les mêmes générations, on vit les choses tout à fait différemment. Par les expériences, par aussi sa sensibilité propre, par ce qui nous marque dans nos relations, dans sa façon d'appréhender le monde, dans son éducation, dans sa façon d'envisager l'avenir. On a vraiment la sensation d'être plongé dans ce dialogue. Le podcast est vraiment bien fait au niveau du montage son, je trouve. C'est hyper intimiste. Et en plus, les personnes qui ont été interrogées, c'est des crèmes, quoi. Ça m'a convaincue dans le plaisir que j'ai à les suivre en ligne, surtout que c'est des personnes qui sont hyper créatives. J'aime leur travail, j'aime la façon d'appréhender les choses, d'appréhender le monde.
J'ai adoré redécouvrir ces femmes-là à travers leurs interviews. Je vais terminer avec 2 podcasts de France Culture. Le premier, c'est Le Temps du débat, où on va avoir plusieurs personnes qui vont réfléchir à des sujets d'actualité. Donc ça peut être l'éducation après le confinement, l'écologie. Personnellement, j'ai écouté Les Verts sont-ils la nouvelle gauche ? Télétravail pour le meilleur ou pour le pire ? Outre-mer, quelle visibilité pour la France du bout du monde ? Tourisme culturel, un modèle qui s'écroule. Il y en a plein. Il y a un nouveau qui est sorti que j'avais pas vu qui est Qui a peur des radicalités féministes. Je sens que ça va être assez intéressant. Santé, sécurité, liberté, où est la priorité ? Il y a beaucoup d'épisodes que j'ai pas encore écoutés. Il y en a un d'ailleurs que je vois actuellement qui pourrait m'intéresser, qui est Streaming ou salles obscures, où est l'avenir du cinéma. Enfin, en tout cas, il traite des sujets d'actualité de façon assez enrichissante. Il y a aussi une analyse sociologique avec des spécialistes qui sont interrogés aussi. Ce sont des épisodes d'1 heure environ, il me semble. Si vous voulez vous interroger sur le monde dans lequel on vit et sur comment il évolue, comment il se construit et comment il se régit, vous pouvez écouter ce podcast incessamment sous peu. Le dernier dont j'ai envie de parler, c'est Affaires culturelles, qui est un podcast qui est sorti cet été, je crois. Je vais lire le résumé. C'est un podcast qui s'engage pour la culture et la création en se rapprochant des artistes, en montrant comment la culture est dans la société, quel est le reflet, la vibration, parfois même la prémonition. Et donc ce sont des interviews, là encore. Donc il y a eu l'interview de Maouna Doucouré, JR, Alice Zeniter, Fabrice Caro, plein d'autres encore. On va rencontrer ces artistes notamment avec les dernières œuvres qu'ils ont réalisées. Là encore, leurs expériences, les rencontres fortuites dans leur vie qui les ont amenés à devenir artistes. Comment ça a nourri leur création, leur créativité. Comment l'art, en règle générale, ça prend une place dans la société. Donc il y a des parties qui sont entrecoupées avec des raisonnements de penseurs, que ce soit des sociologues, des philosophes, des historiens, des géographes, qui sont animés par une autre chroniqueuse. Et c'est intéressant par exemple de voir une réalisatrice qui parle de son film et derrière entendre la pensée par exemple de Platon sur le même sujet il y a des milliers d'années. Cette mise en relation, elle est hyper pertinente certaines fois. Je prends cet exemple, mais ça peut être tout à fait autre chose. J'ai terminé cette première partie qui fait déjà plus d'une demi-heure à la caméra. Donc je vais aller monter tout ça et je vous tournerai la deuxième partie dès que ça sera possible. Et je vais essayer de revenir le plus vite possible avec plein de vidéos. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me solliciter en DM Instagram. Et puis voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu. Et puis on se retrouve la prochaine fois dans la partie littérature. N'hésitez pas justement à commenter et à aimer, à venir me parler sur Instagram si vous avez des questions, si vous avez touché à l'un de ces contenus dont j'ai parlé ou si vous voulez m'en conseiller d'autres. Et puis voilà, ciao!